Alors effectivement, toute privation ou limitation d'usage du fauteuil roulant équivaut à une limitation de la liberté d'aller et venir et à ce titre doit être interrogée, proportionnée au but poursuivi. Alors dans quel type de situation sommes-nous amenés à rencontrer ces privations ou limitations et quel va être le cadre juridique, quand cadre juridique il y a ? En cas de maîtrise insuffisante de la conduite du fauteuil roulant, notamment électrique, alors à ce titre, ça permet de rappeler la valeur de la prescription médicale ou de la préconisation d'un ergo. Cette prescription, cette préconisation n'ont que pour rôle de conditionner le remboursement sécurité sociale. Donc ce n'est pas une condition d'achat, c'est-à-dire si quelqu'un a les moyens, il peut s'acheter un fauteuil sans prescription médicale, sans préconisation ergo. C'est certes un certificat d'aptitude physique et cognitif à manier le fauteuil, mais ce n'est pas un permis de conduire. Un médecin n'est pas un officier de police judiciaire. Donc le fait que le médecin ait prescrit que l'ergo ait préconisé l'utilisation de tels fauteuils ne libère ni les professionnels, ni l'usager de sa responsabilité. Car que règle le droit sur cette question ? C'est juste les points de responsabilité. En cas de dommage, soit à la personne qui conduit le fauteuil, soit à autrui. La responsabilité civile, elle va incomber en principe à l'usager. Je dis en principe parce qu'en principe, c'est l'usager qui est propriétaire de son fauteuil. Et à ce titre, le fauteuil étant considéré par le droit des assurances comme un véhicule terrestre à moteur, on l'a évoqué, une assurance est obligatoire par le propriétaire. L'usager est donc responsable de tout dommage causé à un tiers en termes de responsabilité civile. En termes de responsabilité pénale, celle de l'usager peut évidemment être engagée, puisque c'est lui qui conduit le fauteuil, dès lors qu'il est considéré comme responsable pénalement. Est-ce que celle de l'établissement peut être engagée seulement si une faute a été commise ? Et donc notamment, il n'incombe pas à l'établissement de suivre l'usager dans l'ensemble de ses sorties. Il n'incombe pas aux auxiliaires de vie qui accompagnent un usager suivi par le service de surveiller ou de limiter l'utilisation du fauteuil par cet usager. Et c'est donc qu'en cas de mise en danger immédiate, évidente, qu'un accompagnement ou une restriction de sortie pourra être imposé à l'usager. Les autres causes ou situations dans lesquelles la privation, la limitation d'usage du fauteuil roulant va pouvoir être envisagée, c'est dans le cadre d'un comportement problème. Donc ça va être soit l'usager qui est violent et donc agresse les tiers volontairement avec son fauteuil roulant, ou alors qui n'a pas conscience ou connaissance de sa limitation d'aptitude et qui donc risque de percuter les tiers à ce titre. Dans ces cas-là, on se retrouve dans le cadre d'une contention. Donc toutes les recommandations de l'HAS que nous avons vues tout à l'heure vont trouver à s'appliquer. Dans le cas particulier de la conduite d'un fauteuil roulant électrique en état d'ivresse, il va falloir distinguer selon si l'usager vit à domicile. Dans ces cas-là, l'usager, la personne est responsable de ses faits et gestes. C'est une responsabilité personnelle, qu'elle soit civile ou pénale, qui est engagée. Le service qui éventuellement suit l'usager ne pourra pas voir sa responsabilité engagée. Si l'usager vit en établissement, sa responsabilité civile en tant que propriétaire du fauteuil pourra être engagée. Sa responsabilité pénale aussi, s'il est considéré comme responsable pénalement. La responsabilité pénale de l'établissement ne sera engageable que s'il y a une faute dans l'organisation du service, un défaut de surveillance. Et encore, si cette faute doit être, l'absence de surveillance, la désorganisation du service doit être mise en balance avec les droits et libertés de l'usager, notamment sa liberté d'aller et venir. On retrouve notre principe de proportionnalité. Alors, Nathalie le disait tout à l'heure, les comportements parfois trop sécuritaires de certains professionnels viennent d'une crainte de voir engager leur responsabilité civile ou pénale. Donc j'en profite pour vous faire
un petit point sur ces deux sujets, donc, qui vont concerner la mauvaise utilisation d'un fauteuil ou toute autre prise de risque. Pour la responsabilité civile, deux idées principales sont à retenir. Cette responsabilité est une responsabilité sans faute, c'est-à-dire que l'établissement, même s'il n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir d'organisation, de contrôle ou de surveillance, verra sa responsabilité civile engagée. C'est pour ça que tous les établissements et services ont une assurance. Ça sert à ça. Pour que la responsabilité de la structure soit engagée, il faut que cette dernière exerce un pouvoir d'organisation, de contrôle, de direction sur la personne de manière permanente. Donc on voit bien que ça s'applique en établissement, ça ne s'applique pas en service. Donc je suis responsable de tout dommage causé par mon usager dès lors que je suis en établissement. Si je suis en service, je ne suis pas responsable civilement des dommages qu'il aurait pu causer. Pour tout ce qui est responsabilité pénale, il faut bien distinguer mise en danger et gestion du risque. C'est une distinction essentielle pour éviter tout ce qui est psychose de la judiciarisation. On constate quand même, malgré l'inquiétude des professionnels, un fort bon sens de nos juges qui ne vont pas engager la responsabilité des professionnels à tout va. Les actes réalisés par les professionnels qui revêtent parfois une forme de risque ne sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale ou celle de l'établissement que s'ils constituent une mise en danger au sens du code pénal. Donc, qu'est-ce qu'une mise en danger au sens du code pénal ? C'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité. La punition de cette infraction suppose qu'il y ait violation de la norme de sécurité, mais aussi un comportement exposant au risque et un lien de causalité entre les deux. D'accord. Donc, il faut un texte. Pour qu'il y ait mise en danger, il faut qu'un texte prévoie une obligation particulière de sécurité. En l'absence de texte, on revient sur le devoir de surveillance habituel, normal de l'établissement ou du service. Et donc, seul un défaut de surveillance pourra entraîner, et causant un dommage, pourra entraîner une mise en cause pénale. Je vous cite deux exemples pour expliquer mes propos. Un AMP qui emmène un usager sur un terrain particulièrement glissant, accidenté, n'engage pas la responsabilité pénale ni celle de l'établissement, sauf si un dommage se réalise, puisqu'il n'y a pas violation d'une règle. Il n'y a aucune règle qui interdit de se promener même dans les terrains accidentés. En revanche, un infirmier qui va attribuer à un patient un médicament sans faire attention à la prescription, au dosage, aux contre-indications, là, il a une obligation prévue par les textes, et donc même s'il n'y a pas réalisation d'un dommage éventuel, il engage sa responsabilité.